C'est l'heure de la plus grande production du pays. Vous nous suivez de partout. Éduc Presse, le magazine du peuple. Nous avons un système éducatif qu'on a hérité de colons. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes. C'est arrivé quand, monsieur Gérard Lumbo? C'est arrivé au moment où la RDC fait face à ses agresseurs. Nous suivre vendredi à 15h juste, samedi 9h pile, et lundi à 11h40 sur Canal+, au 356 et sur TNT au numéro 13. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes valables et compétentes, ils vont chercher, ils vont trouver. Chef d'État bien dit, on ne veut plus répéter les erreurs du passé. On ne peut pas aussi nier en totalité, à 100%, qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été fournis. Ou si aujourd'hui, on nommait Paul Giresse ministre, ton passé de mannequin va sortir. Je n'ai jamais été mannequin. Éduc Presse, au-delà de l'actualité. Il y a quelques jours, la ville-province de Kinshasa vibre au rythme de l'opération Ndobo Exécution. Des Kuluna, les points de vue divergent dans l'opinion. Il y a de ceux-là qui pensent que c'est une décision irréfléchie. Il y a d'autres qui applaudissent cette décision. Voilà, mes invités sur ces plateaux vont répondre à cette question. Est-ce la solution idoine pour vaincre l'insécurité urbaine de la ville-province de Kinshasa? Je m'en vais vous le présenter. Aristote Ngalassi, le prochain bon gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gérès, en tout cas, bonjour. En forme? Oui, ça va. Ça fait très longtemps que vous n'aimez plus passer sur les antennes d'Éduc Presse. Je suis de retour en tout cas, ça va. Comment va le pays selon vous? Ah le pays, cette question, je savais qu'on allait commencer par cette question. C'est naturel en fait. C'est naturel en tout cas. Le pays ne va pas trop bien, mais on va essayer de développer. Pas trop bien. Le pays ne va pas trop bien, c'est-à-dire d'une manière concrète. Si on va dans le sens de la justice déjà de cette opération Ndobo, on se dit que c'est une opération pas très bien réfléchie, mais on va y revenir. Merci beaucoup Aristote Ngala, si je précise, le prochain bon gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur Amigo Sakasaka, l'expert maison de la ville de Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est comme ça que l'opinion vous appelle maintenant l'expert maison de la ville-province de Kinshasa. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. En forme. Une petite contribution. Oui, très en forme en tout cas. Comment va le pays? Le pays ne va pas bien avec la situation de l'Est qui ne cesse de se dégrader. On espère que ça ira dans les jours à venir. J'ai comme l'impression que nous commençons à nous habituer en fait. Mais on ne peut pas s'habituer dans le mal. Donc, c'est une situation un peu compliquée, mais on demande seulement aux autorités de tout mettre en œuvre pour y mettre fin une fois pour toutes et définitivement. Merci beaucoup. On a eu des ratés avec les sommets de Luanda. On espère que dans un futur proche, on va très vite. Ce n'est pas la thématique du jour, amigo Sakasaka. Voilà, Monsieur Prince Mbangala, première participation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Giresse, merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense que c'est la première fois. C'est pas la dernière. Pas la dernière fois. Voilà. Comment va le pays? Comment va le pays selon vous? De faute en comble, tel que journaliste, voilà, un regard observateur. Le pays va mal. Vous répondez en cœur, j'ai comme l'impression. Le pays va mal puisque vous êtes sans ignorer que ça fait plus de 2 ans qu'à l'est du pays, les gens meurent tous les jours. Alors, on ne peut pas rester indifférent. Pas plus de 2 ans, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, voilà. Plus de 2 décennies. Plus de 2 décennies, allais-je dire. Les gens meurent tous les jours et cette situation cause des sérieux problèmes à la population. Merci beaucoup. Et avec les embouteillages de la ville de Kinshasa aujourd'hui, mais c'est pas la thématique du jour. Désolation. Oui. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les Kinois de se déplacer. Ok. En tout cas,
c'est pénible vivre au Congo. Merci beaucoup, Monsieur Prince Mbangala. Comme je l'avais dit, à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour. Voilà, opération Ndobo et exécution de Kuluna. Est-ce la solution pour vaincre l'insécurité urbaine dans la ville-province de Kinshasa? On va lire quelques articles, nos confrères qui ont écrit concernant ces sujets. Si la régie peut déjà commencer avec, nous commençons avec RFI, 800 arrestations des membres des gangs durant des opérations baptisées Zéro Kuluna en RDC. Les autorités ont décidé de s'attaquer à la criminalité urbaine, notamment à Kinshasa. Des opérations baptisées Zéro Kuluna du nom des gangs Ndobo Amson en Lingala ont lancé au début du mois de décembre par les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Près de 800 arrestations ont eu lieu selon le ministre de l'Intérieur et de procès en flagrance ont déjà eu lieu avec des condamnations à mort prononcées. On va prendre actualité. Point CD opération Ndobo à Kinshasa. Les inspecteurs de la PNC accompagneront les commissariats provinciaux tout en veillant au respect des droits humains. Philémon, Patience, Mouchide, Yaev. On va prendre Média Congo, opération Ndobo, 784 présumés Kuluna déjà arrêtés à Kinshasa, selon Jacquemin Chabani. On va finir avec zoom sur RDC. En RDC, le cadre légal de la peine capitale reste opaque. On va lire quelques lignes. Ces derniers jours, près d'1 million de délinquants ont été arrêtés. Des dizaines d'entre eux ont été condamnés à mort. À l'issue de procès expéditifs, le ministre de la Justice a alors surpris en annonçant que ces peines capitales seraient bien appliquées. On revient sur ces plateaux, 1 heure du temps. Serrez vos ceintures, on commence les débats. Vous nous suivez au Congo central. Vous faites bien, amigo Sakasaka. On va parler aujourd'hui insécurité à Kinshasa. Ça devient monnaie courante. Gloire à Dieu, les autorités du pays, le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur ont réfléchi pour trouver une solution idoine afin de mettre fin à ces problèmes d'insécurité. Selon vous, vous applaudissez ou vous êtes un peu dubitatif? Vous savez, cette situation d'insécurité n'épargne personne. Okay. En tout cas, nous sommes tous victimes, moi en premier, parce que la semaine passée... Vous en premier? Oui, oui. Vous avez vécu cela? Oui, oui. J'ai été victime des Kuluna qui ont pu accéder jusque dans ma chambre. Mon Dieu. Pour me dépouiller ordinateur, téléphone et tout. Et Dieu merci, ils sont aux arrêts. Et bientôt là, je crois qu'ils seront jugés. Et... Donc vous êtes les mieux placés pour en parler. Donc on ne peut que applaudir et se réjouir s'il y a une réflexion dans le sens d'y mettre fin à ces type de banditisme urbain qui règne dans cette capitale et même en RDC, parce que c'est pas qu'à Kinshasa on voit des Kuluna. On commence à Kinshasa et puis on va aller dans d'autres provinces. Donc on ne peut que applaudir. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est réfléchi et qu'est-ce qui est en train d'être fait? C'est ça là, c'est la plus grande problématique. Parce qu'il ne faut pas prendre des mesures pour le plaisir de prendre. Il nous faut des mesures bien réfléchies pour mettre fin à ces phénomènes Kuluna. Bon, ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, on constate, il y a un article qui parle de 800 arrestations. Oui. Et constater que ces phénomènes ont encore pris de l'ampleur après la remise en liberté d'un bon certain nombre de prisonniers qui ont été libérés par les... Mais il fallait aussi libérer les prisons, amigo Sakasaka. Parce qu'il y a de ceux-là qui étaient dans des prisons injustement, non jugés. Oui, mais il faut sélectionner. Il y a des gens qui devraient, jusqu'à ce jour, demeurer en prison. Donc, il y avait un problème de réflexion quant à ces.
Oui, mais papa, si tu es condamné à 10 ans de prison, il faut rester en prison pendant 10 ans. On ne peut pas te libérer après 6 mois parce que on se dit non, les prisons sont pleines. Non, on doit trouver d'autres mécanismes, d'autres solutions pour que tu puisses purger ta peine. Et voilà maintenant les conséquences. On a libéré des milliers de personnes comme ça, certainement des gens qui ont récidivé avec ces actes. Et nous maintenant, nous sommes victimes de ça. Bon, les ministères de l'Intérieur et de la Justice ont réfléchi à cette opération Ndobo. 800 arrestations. Bon, on attend. Déjà? Oui, c'est une bonne chose qu'on ait interpellé 800, mais est-ce que les 800 interpellés sont réellement Koulouna? Très bien. C'est ça la grande question. Est-ce qu'ils sont réellement Koulouna? Est-ce qu'il n'y a pas des innocents sur ces 800-là? Mais si ce sont réellement des Koulouna, nous on applaudit qu'on les juge conformément à nos lois et qu'on les sanctionne. Merci beaucoup. On parle de la peine de mort. Oui. Bon, je ne sais pas comment on va appliquer cette peine-là. On va arriver. On va arriver. Monsieur Prince Mbangala, je suis à vous. Selon Amigo Sakasaka, certes, la décision est bonne, mais il est un tout petit peu dubitatif dans la concrétisation. Selon lui, est-ce que tous ceux qui seront arrêtés sont de Koulouna? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, quand vous vous promenez le soir, on vous arrête, vous êtes qualifié de Koulouna. D'abord, par rapport à cette opération, étant que journaliste, observateur, que dites-vous? Vous applaudissez ou vous restez comme Amigo Sakasaka, vous regardez de loin? Oui, Monsieur Giresse, vous comprendrez avec moi que nous ne pouvons qu'applaudir toute procédure qui va dans le sens de décourager tout ce qu'il y a comme insécurité dans la ville de Kinshasa, le banditisme urbain. Mais il y a un problème qui se pose. Lequel? Le problème, c'est la façon dont cette opération est mise en place. Nous ne sommes pas la première opération. Il y a eu en 2013, on a parlé de l'opération Likofi. L'opération Likofi qui a mené à ce que nous puissions avoir plusieurs Koulouna qui ont été arrêtés. D'autres exécutés à bout portant. Je me rappelle à l'époque, j'habitais encore la commune de Kinshasa. Exactement. C'était compliqué. D'autres ont fui vers Brazzaville et à l'intérieur du pays. Mais cette opération qui était venue en pompe n'a pas fini le phénomène Koulouna. Ok. Juste après, récemment, nous avons l'opération Panthère Noire, j'espère, lancée aussi par le vice-premier ministre, l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi. Ok. Il y a eu des audiences foraines organisées ça et là. L'objectif était toujours de réduire, si pas de mettre fin au phénomène Koulouna. Et aujourd'hui, il y a l'opération Ndobo. Oui. Hameçon. Voilà. Mais nous ne faisons que changer de terme. Mais pourquoi vous comprenez? Nous ne faisons que... Les autorités sont là seulement. Ils viennent avec des appellations nouvelles. Mais ils n'étudient pas les causes profondes. Le fond reste le même. Le fond reste le même. On ne change que les appellations. Les appellations. Ok. Le fond reste, ça reste le même. Est-ce que... J'ai vu que c'était lors d'un conseil des ministres que la première ministre, Judith Soumino, a fait une communication pour annoncer l'opération Ndobo, prenant toutes les mesures pour encadrer cette opération. Mais est-ce qu'ils ont eu le temps d'étudier les causes profondes de cette délinquance qui a élu domicile aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que les autorités ont pris des mesures d'encadrement de cette jeunesse, puisque cette jeunesse, la plupart de ces délinquants, ce sont des délinquants désœuvrés, des jeunes désœuvrés, des jeunes qui n'ont ni emploi, des jeunes... Mais le chef l'avait dit au Katanga que l'État ne crée pas d'emploi. Ah mais oui. Il faut aller dans l'entrepreneuriat. Donc, et nous avons des audiences foraines qui se font. Ça se fait aussi dans la précipitation. Ok. C'est dans la précipitation
2 jours, les gens viennent charger, à tort ou à raison. Je ne prends pas parti pour ces Koulouna-là, mais il y a d'autres jeunes qui sont aussi innocents. Il y a des jeunes qui sont innocents, M. Giresse, Oui. qui s'est retrouvé là, qui s'est fait arrêter, bon, je sais moi, parce qu'il y avait un conflit dans le quartier, on va les dénoncer, c'est un Koulouna, les gens viennent les charges après 2 jours de procès en procédure d'urgence et on les condamne à mort. Est-ce qu'on prend suffisamment le temps pour étudier les dossiers de tout un chacun? C'est là où il y a le problème. Sinon, c'est une procédure à encourager, mais on doit d'abord revoir les causes profondes de ces banditismes qui ne finit presque pas. Ça fait plus de 2 décennies que nous vivons ce phénomène Koulouna. Ça ne finit pas. Merci beaucoup, Monsieur Prince Mbangala. Aristote Ngalassi, Monsieur Prince Mbangala a dit beaucoup de choses. Je vous pose la même question. Vous qui prétendez être le prochain bon gouverneur de la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui, Jacquemain Chabani et Constant Moutamba ont mis en place une opération pour éradiquer l'insécurité urbaine. L'opération Ndobo, Hamson. Vous pensez que c'est une bonne opération? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, difficile de répondre par oui ou par non, déjà. Bon, je veux commencer par une petite anecdote. L'État a le devoir de réagir. Ça, c'est normal, au fait. Parce que diriger, c'est aussi l'art de réagir. Alors, comment ça se passe avec notre pays? On prend le cas de l'Haïti. Aujourd'hui, l'Haïti, le pays, l'Haïti, a un sérieux problème. Ce sont des gangs qui dominent en Haïti. On a jusqu'à envoyer une force conjointe pour éradiquer le banditisme urbain. C'est à cause de la négligence que l'État haïtien s'est retrouvé dans des difficultés. Il y a même on va dire, de Koulouna, des gangs qui ont tué le président en Haïti. On passe. Alors, l'État avait le devoir de réagir. Mais réagir de quelle manière? On parle de l'opération Ndobo. Opération Ndobo, hameçon en français, bien sûr. Ça veut dire que lorsqu'on va dans une rivière, l'hameçon a pour rôle de prendre tout sauf rien. Sans préciser. Parce qu'on ne va pas dans une rivière pour récupérer un certain type de poisson. Ça veut dire qu'ils prennent n'importe qui. Les poissons, exactement, le poisson, tout type, en fait, fruits de mer, poissons et autres. Donc déjà, par le nom, ça pêche. On peut changer plusieurs concepts, mais si on n'arrive pas, là, comme l'a dit M. Prince... dans la casquette du conseiller en communication, un peu, ouais, 60 degrés. Alors, c'est un peu ça. Déjà, le nom pose problème. Alors, lorsqu'on essaye d'avancer, M. Giresse, c'est que ces gens sont appelés présumés Koulouna. Alors, quand on parle de présumés Koulouna, ça veut dire ce que l'on pense être Koulouna. En réalité, il y a des gens qui sont réellement Koulouna, mais ceux qui ne le sont pas. Et Koulouna, toute personne dont la culpabilité a été prouvée. Mais ces gens n'ont pas le temps suffisant pour étudier le dossier de chaque personne. Comme l'a dit M. Prince, il y a des gens, à cause d'un conflit, on peut charger à tort une personne. À cause d'un conflit dans le quartier, tout ça, on peut charger à tort une personne, mais il y a des gens qui ne sont pas réellement Koulouna. Quelle est cette procédure mise en place pour confirmer la culpabilité de X ou Y personne? Mais il y a des procès publics, Aristote Ngalassi. Le procès public, les audiences foraines ont pour but de servir d'intimidation. Mais ça servira d'intimidation dans la mesure où les faits ont été prouvés. Le droit est basé sur les faits. Mais par exemple, M. Amigo Sakasaka est victime. Quand les procès se tiennent, Amigo se présente pour dire que exactement j'ai vécu telle ou telle chose. Alors s'il apporte ses preuves, c'est logique au fait. Si M. Amigo apporte ses preuves, on va dire que c'est logique. Mais vous savez, à Kinshasa, normalement, dans le monde, lorsqu'on lance une opération conjointe, on est censé bien réfléchir dans la phase de communication interne. Très bien réfléchir. Et une fois qu'on se décide de lancer, de procéder à la phase des opérations, on va mieux réussir cette opération. Mais comment lancer une opération conjointe alors que cette opération souffre d'imprécision? Il n'y a pas de précision dans cette manière de faire. Moi, je me dis ceci, M. Giresse, c'est que le ministère de l'Intérieur a juste donné... Non, le ministère de la Justice a donné un autre gagne-pain aux ressortissants du ministère de l'Intérieur. Parce que les policiers congolais arrêtent des gens à tort. Ils arrêtent de non-Koulouna pour se faire de l'argent. Je vous dis, M. Giresse, je vous dis qu'il faut se sentir... En fait, je vous dis que lorsqu'on rencontre un Koulouna
à minuit et on rencontre un policier la nuit, on a le même sentiment. Exact. Très bien. Les policiers sont dans l'extorsion de biens, Très bien. les Koulouna également. Très bien. Vous êtes sûr, Aristote Ngalassé? Je suis très sûr de ça, très sûr. Parce que moi, j'en ai été victime. Avec cette masse. Oui, mais attends, masse et arme, masse et revolver. Masse et revolver, oui. Avec tout ça. Masse et revolver contre moi. Moi, le moi jeu est ça clair. peut passer, je suis skinny. Oui, mais masse et avec un revolver. risque comme ça. En tout cas, pour dire que c'est une bonne opération. C'est bon pour l'État de réagir, mais il faut réagir avec de la manière. On doit prouver la culpabilité de chaque personne. Et aussi la problématique de condamnation à mort. Alors, je me dis que le droit de l'homme, hein, on se penche un peu du côté du droit de l'homme. Oui, oui. Est-ce que ce droit de l'homme existe? Qui se plaint déjà? Ils existent pour défendre le bien de Koulouna ou ils existent aussi pour défendre les biens de ceux qui sont victimes de ce Aristote Koulouna? Ngalassé, vous gardez encore la parole. Je Ok. pense qu'on doit... Je voudrais bien que l'émission d'aujourd'hui soit très technique. Parce que les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre quelles sont les causes de Koulouna à Kinshasa. Parce que on parle Koulouna. Quand nous ne savons pas traiter le problème dans sa source, nous ne trouverons pas la solution. Vous habitez Kinshasa, vous êtes à Lingwala, vous êtes encadreur de jeunes, vous êtes sportif, il faut le préciser. Donc, vous êtes la personne mieux placée pour nous dire, en quelques mots, le Koulouna, c'est quoi la cause? Ça vient d'où? Ça tire son origine de qui ou de quoi? On vous écoute. Alors, il y a déjà un véritable souci d'encadrement. Ok. Le Koulouna est né par le manque d'encadrement. Il y a, d'un côté, du point de vue familial, par exemple, les parents n'ont pas su être à la hauteur de leur charge. Pour certains parents, pour certaines personnes, c'est l'absence d'autorité de l'État. Parce que lorsqu'une personne est en train de dévier, l'État a pour but de recadrer la personne. Alors, l'absence de l'autorité de l'État fait en sorte que le phénomène Koulouna connaisse un autre niveau de prolifération. C'est ça, au fait. Okay. D'un côté, il y a la responsabilité des parents, mais pour que l'État réagisse, l'État est censé réagir avec des partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a des ONG d'encadrement. Il y a aussi le droit de l'homme qui est censé nous dire comment chaque personne devra se comporter. Mais le droit de l'homme du Congo... Les églises également, ils ont leur part. Les droits de l'homme du Congo, on a comme l'impression qu'ils se penchent beaucoup plus. Vous dédouaniez. Non, mais vous avez parlé de ma casquette de sportif. Vous n'avez pas parlé de casquette d'homme d'église. Mais vous êtes dans beaucoup de casquettes. Alors, dans ce sens, l'église a une part. L'église a pour mission de préparer spirituellement les gens. N'a pas pour mission principale de préparer les têtes de gens. L'église a pour mission de préparer le côté spirituel. L'État a pour mission de gérer la cité. Le rôle de l'État, c'est de gérer la cité. Lorsqu'on sent qu'un élément quitte l'ordre organisé, établi par la personne, le gérant de la cité, c'est au gérant de rétablir l'ordre. D'où je parle de l'absence de l'autorité de l'État. Si ce phénomène a connu cette grande propension, c'est à cause du laxisme de l'État. Ok. Oui. Il y a un côté laxiste de notre système de sécurité. Merci beaucoup Aristote Ngalassé. Monsieur Amigo Sakasaka, selon Aristote Ngalassé, il y a absence de l'autorité de l'État, il y a la responsabilité des parents qui entrent en jeu. Selon vous, parce que vous êtes aussi encadreur de jeunes, il faut le préciser, même si le même jeune que vous encadrez ont failli vous faire du mal. En tout cas, le monde est méchant, mais ce n'est pas un problème. Vous êtes encadreur, vous êtes un parent. Le Koulouna tire son origine de qui ou de quoi? Viens un peu de faire la différence entre à l'époque où vous étiez très jeune et à l'époque où vous êtes maintenant parent. L'insécurité à Kinshasa, la pondération, c'est à quel niveau? Vous savez, moi je pense que la pauvreté est un facteur aussi clé dans ces phénomènes de Koulouna. Ok. Vous voyez, partons un peu des années 80. Les années 80, on n'avait pas de Koulouna à Kinshasa. Même pas des bandits. C'était des bandits, des cas isolés comme ça. Des bandits, il y en a toujours dans tous les pays, dans tout le pays du monde. Les Django oui, et comme ça. Il y en a toujours. Mais ce n'était pas des gangs organisés, structurés, avec l'ampleur qu'on a aujourd'hui. Non, c'était des jeunes qui s'organisaient, des petits voleurs, des trucs comme ça, que la garde civile à l'époque pouvait facilement maîtriser. Vers les années 90,
on sent qu'il y a maintenant des mouvements des jeunes. Il y avait un peu cette montée du banditisme. Ça a commencé avec la SAP, non? Non, ça a commencé avec la SAP. Pas la SAP. Mais Armée rouge, armée verte. Avec la destruction du tissu, les pillages. Ok. Juste après les pillages, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne savaient plus quoi faire. Et beaucoup sont allés dans des activités sportives. Très bien. Au jour, des trucs comme ça. Et je me souviens même à un moment, c'était devenu un peu tellement dérangeant que les gouvernements de l'époque avaient pris la décision de déployer la force militaire, la SARM, un peu partout dans les communes, pour remettre l'ordre. Ce n'était plus la garde civile qui s'occupait de ces bandits, mais c'était plutôt la SARM, hein, les SARM au SARM. Ça, c'était des militaires. C'était en quelle année? En tout cas, c'était vers les années 94, 93. Donc à l'époque, moi et Harris, on n'existait pas encore. Bon, c'était vers ces années-là qu'on avait déjà eu cette histoire de banditisme urbain à grande échelle. Et lorsque les militaires se sont déployés dans la ville, il y a eu de l'ordre. Et on est allé comme ça jusque vers les années 2000. Ok. Et vers les années 2000, c'est là où vraiment on a constaté maintenant la montée de Koulouna. Ça a commencé à prendre forme, les jeunes ont pris goût, et même, ça s'est même étendu jusque dans des écoles. Mais il y a aussi des politiciens qui ont en quelque sorte parrainé. Ils remettaient des machettes, de motos et tout ce qui va avec. Pour ne pas citer ces formations politiques. On les a protégés, on les a armés pour faire du désordre, pour des trucs comme ça. Et ça a pris forme, le Koulouna, aujourd'hui. Donc, s'il faut mettre fin à cela, il faut réfléchir dans tous ces aspects. Tous ces facteurs-là, il faut les étudier pour donner une solution. Même les policiers qu'on veut engager dans ces... C'est ça aussi les détails. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour faire ces genres d'opérations? Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires? C'est tout ça qu'il faut mettre à contribution si on veut vraiment éradiquer ou réduire ces phénomènes. Merci. Donc il y a les trois composantes qui entrent en compte. C'est l'école, c'est la famille, c'est l'église. L'église aussi oui, pose en compte. Non, mais oui. L'église aussi. Moi, je dis toujours. Mais Harris l'a dit, l'église, c'est pour préparer les gens spirituellement pour aller voir Dieu. Mais oui, mais quand tous ici, on se dit chrétiens, musulmans, tous ces jeunes, ils vont à l'église. Mais quand vous allez à l'église, on ne vous dit pas que Dieu vous demande d'aller faire le Koulouna. Ils partent à Bunda, ils partent à Raciné. Voilà. Et les droits de l'homme, si on revient sur les droits de l'homme, oui, moi je suis d'accord avec ces gens-là. On dit l'homme naît libre. Nous sommes tous libres de faire tout ce que nous voulons. Mais lorsqu'on vit dans une société, il y a des règles à respecter. Si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à t'isoler là où tu peux te sentir libre. Voler, c'est pas bon. Agresser quelqu'un, c'est interdit. Ça, c'est la société qui s'est organisée ainsi. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu n'as qu'à quitter cette société-là. Mais nous respectons ta liberté, nous respectons tes droits. Mais lorsque tu m'agresses comme ça, avec une machette, avec une pierre, une dame qui va pour accoucher, vous l'agressez au point qu'elle perd la vie et du bébé et la personne qui voulait donner vie. Et vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi de vous? Là, vous êtes vraiment en dehors des règles. Est-ce qu'on peut dire que c'est la pauvreté qui est l'agent causal? Bon, la pauvreté est aussi l'un des facteurs. Oui, oui. Parce que quand quelqu'un est un jeune qui est désœuvré, il ne sait pas quoi faire, il n'étudie pas, il n'a pas quoi manger, il n'a aucun repère, et l'État ne le prend pas en charge. Mais comment voulez-vous que l'État... Il a beaucoup d'énergie et il a de la force. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais c'est déjà le chef lui-même dit que l'État ne donne pas du pouvoir, ne donne pas le travail aux jeunes. On ne va pas commenter. Monsieur Prince Mbangala, je vous apprécie beaucoup. Première participation, en tout cas vous faites bonne impression. Même les gens qui nous suivent écrivent déjà. Il faut continuer à voir vos questions. Monsieur Prince, on parle cause de Koulouna. Selon Aristote Ngala, si
voilà, l'absence de l'autorité de l'État. Selon M. Amiko Sakasak, il a aussi donné beaucoup de détails, la pauvreté et tout ce qui va avec. Et selon vous, c'est quoi la cause de... J'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a dit mon co-débatteur, M. Aristote. Aristote Ngalassi. Le nom Ngalassi vous dit quelque chose? Ouais. Merci. Le nom Ngalassi vous dit quelque chose? Oui, l'homme de Dieu. Voilà, répondez à ma question. J'apprécie beaucoup. L'Église a une lourde et grande responsabilité dans ce phénomène Koulouna. Comment ça? Je vais vous expliquer. On vous écoute. Vous savez, avant de parler du phénomène Koulouna, à l'époque, on parlait trop du phénomène Chégué. Les Chégué. Il y en avait plein ici à Victoire, papa, mais les Chégué, Romain, tout ça. À Sando, et tous les ans censés. C'était vraiment un phénomène. Il y a eu beaucoup de reportages, des gens venaient du monde entier pour venir réaliser des reportages sur ces enfants de la rue, appelés Chégué. Alors, la plupart de ces enfants sont les fruits des églises. Oui. Nous avons connu... Ce sont les fruits des églises, comment ça? Oui. Avec la sorcellerie. Avec de la sorcellerie. La prophétie. Écoutez, je vais vous expliquer. Nous avons connu ici des pasteurs, connus, des grands pasteurs, qui ont dit aux parents, Moutazo bloqué les les enfants sont ensorcelés. Ils ont été ensorcelés par leur grand-père. Ils ont été des enfants qui se sont retrouvés dans la rue, chassés par leurs parents, puisque leurs pères spirituels ont confirmé, je ne sais pas par quel moyen, par quelle magie, que ces enfants sont des sorciers. Et c'est comme ça que les enfants se sont retrouvés dans la rue. Surtout les orphelins. Surtout les orphelins. Moi, nous avons combattu. Nous avons connu, je peux même vous citer, vous connaissez ici à l'église Mamo Lang. Non, pas ça. Si vous voulez, parce que puisque... Non. Oui, non, pas ça. Mais... Soyez dans la réflexion, pas le nom déjà. Voilà. J'ai vécu ce phénomène-là. Moi-même, j'ai été traité de sorcier. Comment ça? Vous êtes victime? J'ai été victime. Et heureusement que ma mère était souple. À l'époque? Oui, elle n'est pas tombée. Vous avez quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais, je crois, 11 ans. 11 ans. Oui, tellement j'étais éveillé. Je me levais contre plusieurs décisions. Et on dit non, cet enfant, le pasteur a dit non, cet enfant doit être ensorcelé. Parce que, pour moi, c'était... on ne pouvait pas imaginer que un pasteur qui vient et qui mange trop, sans que les mange la viande, par exemple, et les autres mangent les légumes simples. Et là, quand je me mets debout, bon, voilà. On dit cet enfant peut être ensorcelé. Bon, ça, c'était entre parenthèses. Continuez. Donc, voilà, c'est pourquoi, c'est comme ça que nous avons eu beaucoup de jeunes dans la rue. Les phénomènes Chégué. Et graduellement, ces Chégué-là, qui étaient dans la rue, qui n'avaient rien à manger, commettaient des délits mineurs. Des petits vols pour des besoins de la cause. Un Chégué qui vient, qui vole le pain pour manger, puisqu'il a faim. Mais vers les années 2000, à cause d'un système social, l'effondrement de l'État, du système social de l'effondrement de l'État et de l'ordre public, s'est établi maintenant le phénomène Koulouna. D'ailleurs, le phénomène Koulouna, étymologiquement, qui tire son origine du portugais angolais. Koulouna, ça veut dire bandit, ça tire son origine du portugais angolais. Ça prend beaucoup de surnoms. Oui, Poustoura, tout ça. Vous voyez que ça vient. Apparemment, ça veut dire rapide. Oui, donc. Tu as défini ça comme rapide. Koulouna, c'est vous voyez la rapidité. Voler rapidement. C'est établi le phénomène Koulouna. Cette fois, ce n'est plus les délits mineurs qui sont commis. Il y a maintenant plusieurs formes de délinquance. Délinquance avec délits mineurs, bien sûr, des vols pour les besoins de la cause, puis quelqu'un qui a faim, qui n'a pas de quoi manger, peut voler un pain et tout, on comprend. Et il y a des délits... Non, vous ne dites pas qu'on comprend. Quand voler, c'est... Non, voler, c'est pas bien, mais bon, voilà, quelqu'un qui n'a rien, qui a faim, il faut demander un pain pour manger, et bon... Là, c'est un délit mineur. Des bagarres par plaisir comme ça. Mais ça a commencé à prendre... Je vous ai rappelé ici que c'est à cause de l'effondrement du système de l'État et de l'ordre public. Très bien. Puisque les autorités, les forces de l'ordre n'avaient pas pris au sérieux ce phénomène dès le début,
Voilà, maintenant, voilà les conséquences. Très bien. Ça a eu une autre dimension. Ça a pris une autre dimension. Et aujourd'hui, il y a maintenant une grande délinquance, des délinquants qui s'adonnent à des tueries, des délinquants qui se droguent, qui commettent toute forme de bavure jusqu'à tuer. Et aujourd'hui, apparemment, c'est devenu quelque chose d'irrémédiable. Ok. Puisque nous parlons ici de plusieurs appellations depuis la traque de ce phénomène Kuluna, qui ne change que des contextes des appellations. Mais dans le fond, il n'y a rien. Merci beaucoup. Dans le fond, il n'y a rien. Donc, merci beaucoup. Vous êtes 3 secondes. Oui, donc j'allais dire, il faut que l'État congolais puisse mettre en œuvre les mécanismes de réinsertion des jeunes. On va arriver à l'étape des propositions. On va arriver. J'allais dire quelque chose concernant ces mêmes jeunes Kuluna qui ont été amenés à Kanyamaka CC. Oui. Je les ai vus dernièrement. Les bâtisseurs. Oui, les bâtisseurs maintenant. J'étais très content. D'ailleurs, là, je jette des fleurs. Mais amigo, ne partage pas ton point de vue. Pas du tout. Mais ces jeunes-là, aujourd'hui, sont devenus très importants, qui construisent des bancs pour nos enfants. Nous voyons avec le général Kassonga. Kassongo, je crois, Kassonga, le général qui s'occupe de comment s'appelle encore la structure, le service national. Le service national, ouais. Il y a des bancs qui sont distribués dans des écoles. Ce sont des jeunes maintenant importants. Voyez comment on peut faire. Il faut être aussi les gens. Hein, bon, là encore, il faudrait s'y pencher. Mais voyons aussi les choses de bon côté. Voyez comment ils se sont rendus utiles. On les paye, ces jeunes-là, je ne pense pas qu'ils vont encore revenir dans le banditisme. Merci beaucoup, monsieur Prince Bangala. Merci beaucoup, monsieur Amigo Sekasaka. Voilà, pour vous qui nous suivez, c'est votre magazine Duke Press. Nous parlons de cette grande thématique qui touche même la vie de Quinoa. Oui, opération Ndobo et exécution de Kuluna. Est-ce la solution pour vaincre l'insécurité urbaine? À présent, nous allons parler du cadre juridique qui accompagne cette décision. J'ai ouï dire, au mois de mars de cette année, on avait enlevé le moratoire, condamnation à mort et tout ce qui va avec. Mais il y a de ces juristes, je parle sous protection de Maître Rebecca Polo, il y a de ces juristes qui disent que il n'y a pas un cadre approprié pour accompagner cette opération concernant l'exécution de Kuluna. Amigo Sekasaka, en tant que journaliste. Tout à fait. Il n'y a pas un cadre. Parce que c'est vrai qu'on a suspendu notre moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Okay. Mais comment se font les exécutions lorsque il y a des gens qui sont condamnés à mort? Normalement, c'est le chef de l'État qui autorise l'exécution d'une condamnation à mort. Mais alors quand le ministre de la Justice commence ou soit met en place cette opération, il a mis charrue avant le bœuf. Je m'excuse beaucoup, mais les ministres doivent un peu nous épargner de ces spectacles, de tous ces spectacles. Amigo Sakasaka, c'est pas du spectacle. C'est vraiment du spectacle, parce que en tout cas, on le pointe du doigt, et c'est lui qui nous a encore foutu dans cette merde, si on peut le dire ainsi. Parce qu'il a sorti des gens en cascade, en désordre. Mais c'est un juriste de formation, il a fait l'UPC. La personne qui m'a agressé, qui est venue cambrioler chez moi la nuit avec machette et machin, il était en prison. Okay. À cause il a été reproché des mêmes faits. Il a été arrêté, transféré, jugé, avec un de ses complices, recelé, envoyé en prison. Mais le ministre de la Justice vient, on les libère, et puis il revient encore. Il revient à la charge. Donc là encore, il est de nouveau arrêté. Bon, certainement, on va les juger condamnés et peut-être transférés en prison. Et puis, on attendra s'il sera encore libéré d'ici 6 mois ou 4 mois. Donc, il doit un peu arrêter avec tous ces spectacles-là qu'il fait. Et on doit réfléchir correctement. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre des mesures pour que dans 6 mois, 8 mois, qu'on ne revienne pas à la charge. J'ai une question qui me vient comme ça, amigo Sakasaka. Vous gardez encore la parole. Quand nous parlons condamnation à mort, c'est-à-dire, on vous garde en prison jusqu'à la mort ou
une fois la justice fait son travail, on vous exécute. Lorsque vous êtes condamné à mort, vous bénéficiez automatiquement d'une grâce. Ok. Donc votre sort maintenant est lié par une décision présidentielle. C'est-à-dire, on estime que les faits vous reprochez doivent avoir une peine de mort. Et là, automatiquement, vous êtes dans la grâce. C'est maintenant au chef de l'État de décider de votre cas. Est-ce qu'on peut gracier la personne? Est-ce qu'on peut exécuter ou ne pas exécuter? Si on doit exécuter, le chef de l'État prend une décision et puis vous serez exécuté conformément... Comme à l'époque de Mobutu. Oui, voilà. Soit par pendant, soit on va vous fusiller. Ça, c'est la loi qui le dit, hein. Mais c'est les chefs qui autorisent. Ce n'est pas au ministre de la Justice de venir dire, bon, ok, faites vos dernières prières, et puis on va aller vous fusiller, c'est fini. Vous êtes... Non, tout cela, c'est des... Ça, c'est du spectacle. Ça, c'est du spectacle dont on n'a pas besoin. On veut que les ministres puissent réfléchir comment mettre fin à ces histoires, et nous voulons des actions concrètes. On veut voir clair sur le terrain. Les jeunes qui sont arrêtés, identifiés, jugés et condamnés pour des faits leur reprochés, qu'on les sanctionne de manière définitive, qui ne ressortent plus après 3 mois, après 2 mois, parce qu'ils ont eu mal à la tête ou ils ont fait une crise, je ne sais pas moi quoi. Le problème, c'est aussi vous, les victimes. Quand il y a un procès public comme ça, vous ne venez pas pour charger ces clowns-là. Parce que quand on demande... C'est ça aussi. Il faut aussi protéger les plaignants et les témoins. Parce que quand les gens ne viennent pas se présenter, c'est par peur. Ok. On se dit, c'est des jeunes qui nous maîtrisent bien. Et je vois, on l'a arrêté aujourd'hui. Je viens témoigner contre lui, je viens les charger. Et puis demain, il sera libre. Il va dire, ah, c'est toi qui as témoigné contre moi et viens me rendre des comptes. C'est à tout ça aussi que les ministres doivent réfléchir pour sécuriser les plaignants et les témoins. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Monsieur Prince Mbangala, on va parler cadre juridique. C'est là le problème. Parce que déjà, les organisations de droits de l'homme, Maurice Ngala, vous l'avez aussi dit, quand vous avez la parole, ils disent qu'il faut protéger ces gens, la vie est sacrée. Mais est-ce qu'il y a un cadre juridique qui permet au ministre de la Justice d'aller dans la concrétisation de cette opération? Parce que ce n'est pas seulement de prendre une décision, de mettre en place une opération et ça va devenir comme les autres opérations, Panthère Noire, et tout ce que vous connaissez, l'ICOF et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui permet à ce que cette opération aille jusqu'à la fin? Cette peine de mort-là est un cadre juridique. Ok, déjà. Puisqu'on ne peut jamais condamner. C'est la justice qui condamne la peine de mort. La peine de mort qui est lorsque vous commettez ce qu'on appelle un crime capital. Alors, depuis la levée ou la suspension du moratoire sur la peine de mort, sur l'exécution de la peine de mort, cette question a fait débat. Vous vous souvenez que les gens se sont beaucoup plaints connaissant le contexte de notre pays. Connaissant l'état... C'était à l'époque de Rose Mutombo. L'état de droit de l'homme dans notre pays. L'état plutôt de la liberté d'expression, l'état de la démocratie de notre pays ne nous permet pas encore de penser dans ce sens-là de lever ou de faire la suspension du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes devant des bandits des grands chemins. Ok. Batuamato Imangongi. Matoi Pokotoi. Oui. Comme mon pasteur aime bien le dire. Il y a des gens, la plupart de ces bandits, du moins ceux qui sont reconnus coupables par la justice. Comme celui qui a agressé ceux qui ont agressé. Moi, je mets surtout l'accent sur les formes de délits. Hein, les formes de délits et l'ampleur des dégâts causés par chaque Koulouna. Donc ça, c'est un fait très important, parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un qui, pour une blessure simple, une blessure pas aggravée, on va le condamner à la peine de mort. Ça, c'est
même la loi ne le permet pas, il y a des dispositifs qui font à ce que chacun puisse avoir sa peine selon ce qu'il a commis comme infraction. Très bien. Donc, c'est d'abord ce cadre-là qu'il faudrait mettre en place. On est allé trop vite pour dire on arrête des Koulouna, on les condamne à la peine de mort. C'est ce Koulouna-là qui a volé une perruque, hein? Puisqu'il a été reconnu coupable du vol d'une perruque d'une dame sous la moto, comme on le fait aujourd'hui, qui sera condamné à mort. Celui qui a arraché... Quels sont les mécanismes alors pour condamner à mort? Comment et quand est-ce qu'il faudrait condamner un Koulouna à mort? Je pense que la réponse serait, c'est lorsque ce Koulouna-là a commis un crime capital. Parce qu'on condamne à mort, la peine de mort intervient lorsque vous commettez un crime capital. Par exemple, le meurtre avec préméditation, vous comprenez? Et c'est une question très complexe. Donc on peut dire que les experts, comme Amigo aime bien souvent le dire, les experts se sont réunis autour d'une table pour mettre en place une opération sans tenir compte de cette question-là. Exactement. On ne fait que parler de la peine de mort. Est-ce que on va condamner, on va aller à la peine de mort? Vous comprenez? Qui a mort? On condamne toutes ces personnes-là qui sont Koulouna. On vous arrête, vous. On les dit voleurs non, de sacs, les voleurs de perruques, les tueurs. On vous met tous dans une même JBC, on vous condamne à mort ou bien on catégorise. Très bien. Mais dans cette opération, on ne fait que nous présenter la condamnation à mort. La communication apparemment est centrée sur la condamnation à mort. J'ai vu même des vidéos pour dire voilà. Il y a même des vidéos, mais ça crée des stigmates. C'est bien, ces stigmates-là, c'est aussi dans le sens de décourager les autres jeunes qui ne sont pas encore arrêtés. Non, si on nous arrête, on va me condamner à mort. Oui, mais dans l'exécution, est-ce qu'on doit nous dire, tous ces jeunes, même celui qui a volé une perruque, est condamné à mort, ou bien il bénéficie aussi de tout ce qui est établi par la loi? Vous voyez, c'est là où il y a le problème. Mais on doit bien communiquer sur l'affaire. Donc il y a de la précipitation. On va les cueillir à la maison. Oui. On vient en flagrant délit. Voilà. Tel Koulouna. Je vous dis qu'il y a une complaisance aussi dans cette histoire. Je vous ai parlé au début de l'émission qu'il y a un jeune qui a été arrêté, mais un innocent, à cause d'un conflit dans un quartier. Non, bah, il a arrêté lui, il a essayé. Oui. Et qui a été arrêté, on va là-bas, on les charge. Ce n'est pas clair. Et après, bon, comme il était dans le lot, on les condamne. À mort. Je ne sais pas. Ça se passe comment, condamner à mort? Ou bien, bon, moi je n'ai pas encore vu, mais au moins, on nous a parlé de la condamnation à mort. Mais le ministre l'a dit lui-même, il a dit haut et fort. C'est ce qui ressort. Il a dit haut et fort, le ministre lui-même. On doit maintenant catégoriser. On doit catégoriser. Et surtout que, comme l'a dit mon co-débatteur, ce n'est pas le fait de condamner. Ok. De condamner à mort, de crier en pompe, condamner à mort, que cela va diminuer ou va baisser le phénomène de Koulouna. Et même si cette condamnation à mort-là, c'est les juges, il y a un tribunal qui fait les prononcés sur la condamnation à mort, mais après, c'est le président de la République doit prendre une ordonnance pour définir les dispositifs de cette peine, de cette condamnation à mort. Merci beaucoup, M. Prince. C'est un processus complexe qui doit respecter plusieurs procédures. Mais là, moi, j'insiste, on doit catégoriser et expliquer à la population, celui-ci a été condamné à mort pour avoir commis tel fait. Celui-ci a été condamné à mort. On ne peut pas stigmatiser aussi toute une société, dire non, on condamne à mort, non, on condamne à mort, alors qu'il y en a parmi ces gens qui ont commis des délits mineurs, qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à voir avec la condamnation à mort, qui ont peut-être besoin de l'encadrement d'un psychologue. Ok. Qui ont peut-être besoin de l'encadrement de l'État. De la prière. Non, là il y a encore moi. Non. La prière pour que le Saint-Esprit transforme. Non. Je vous ai parlé ici de la responsabilité des églises dans la création des phénomènes Koulouna. Par exemple, il y a un pasteur, comme le pasteur Philo Moana,
il peut aussi prier pour que le Koulouna se convertisse. C'est là où ça devient dangereux dans notre société. Aujourd'hui, La on est en prière train de devient tout dangereuse. spiritualiser. Si je peux intervenir. Attendez. On est en train de tout spiritualiser. Même le développement du pays. Il y a des gens aujourd'hui qui crient non, il faut prier. Messieurs, je vais vous rappeler aujourd'hui, nous sommes, la plupart en RDC, ce sont des chrétiens. L'Israël, le Jésus de Nazareth, Jésus, le Messie, il est natif de l'Israël. Aujourd'hui, l'Israël se bat. Il est l'Israël à plusieurs fronts. D'ailleurs, ce sont les frères de Jésus. On ne les a jamais vus un jour organiser. Non, donc selon vous, la prière ne peut pas mettre fin au non, Koulouna. la prière accompagne. La prière, c'est un élément. Donc vous résistez au Saint-Esprit. Une chose est sûre, c'est pas l'Église qui a. Vous résistez au Saint-Esprit. Monsieur, je vous dis que c'est la question, la problématique de la spiritualité aujourd'hui au Congo. Si vous voulez, on va en parler. Oui. C'est une question aujourd'hui complexe et qui fait même peur. En tout cas, attendez. Déjà, le jeudi prochain, on va non, venez, nous allons en parler. Oui, la semaine. Et aujourd'hui, le pays, si nous avons beaucoup de problèmes aussi, c'est aussi grâce à ce phénomène-là. Des églises et tout, c'est vraiment, c'est très sérieux. L'église n'a jamais... Aristote, je veux réagir. L'église n'a jamais... Attendez, je pose ma question, Aristote. Je pose d'abord ma question. D'accord. Je pose d'abord ma question pour vous qui nous suivez. C'est Educ Press, votre magazine que vous aimez énormément, la plus grande production du pays, comme nous le disons très souvent. Aristote Ngalassi, vous allez répondre par rapport à l'église, je ne refuse pas. Mais ma question est par rapport à ce cadre juridique. Parce que beaucoup de gens se plaignent. Ils disent que c'est un peu fait à la va-vite, à la précipitation. Est-ce qu'on peut mettre en place une opération aussi importante sans réfléchir au préalable? C'est possible en RDC. En RDC, tout est fait avec précipitation. Une fois j'étais sur ce même plateau, où on a parlé de cette opération qui vise à la gratuité de la scolarité. Okay. Ce sont des bonnes opérations, mais pas très bien réfléchies. Si on revient sur cette opération Ndobo, une opération conjointe entre deux ministères, en tout cas, est censée être bien réfléchie. Ça veut dire, j'ai parlé de la première phase, c'est la phase de communication interne. C'est sur base de cette phase-là qu'on va cibler qui sont réellement Koulouna. Et lorsque la police va faire une descente, elle fera une descente ciblée pour traquer, comme l'a dit M. Prince, par degré. On sait que lorsqu'on va descendre dans la commune de Lingola, par exemple, on va traquer telle personne qui a déjà fait ceci ou cela. On a un problème. Moi, je me dis qu'avant de commencer... Pas à tâtonnant. Exactement, pas en tâtonnant. Venir avec beaucoup de précision. Mais tout ça se décide dans la phase de communication interne. Je vois un policier qui passe à la télé pour dire « Maman, battez la main à Nayo. Oh, Tokozoé Libanda. » Ça, c'est une bêtise. C'est pas comme ça qu'on procède. Le mot est fort, Aristote Ngalassi. Ce n'est pas comme ça. Bon, je retire le mot, mais... Le mot est très fort. Passez-moi l'expression, je me dis que c'est une foutaise ou encore baliverne. C'est pas comme ça que les choses se passent. Oui. C'est pas comme ça qu'on agit. Pour une opération aussi sérieuse, on ne peut pas demander à la police de communiquer pour dire que « Maman, battez la main à Nayo. » Ça veut dire qu'on n'a pas la précision sur les personnes dont on doit arrêter. Donc... sur la phase de communication interne, ça veut dire qu'on doit mettre en place un protocole qui dit que lorsqu'on va descendre sur le terrain, on va arrêter celui-ci qui a tué, c'est lui-là qui a volé une perruque, c'est lui-là qui a fait telle chose. Mais là, on est en train de souffrir. C'est même dans cette phase-là, comme l'a dit monsieur. Mais le même Koulouna, hier, a volé une perruque. Demain, il va sûrement arracher un téléphone et puis il va tuer. C'est pourquoi je parle si la même personne peut faire ces trois actes, pourquoi pas l'arrêter? C'est pourquoi je parle du ciblage, Giresse. Oui. C'est quoi le ciblage? Le but, c'est quoi? On a le temps d'étudier chaque cas. Oui. Mais déjà, avant de procéder à ce genre de choses, comme je l'avais dit, on doit commencer par organiser et le ministère de l'Intérieur ainsi que le ministère de la Justice. On ne sait pas si telle personne a un casier judiciaire. Dans notre pays, on ne sait pas le définir. C'est très difficile de voir qu'il y a un Koulouna qui a un casier. Déjà, pour qu'une personne quitte la prison, on quitte nos prisons. La prison centrale à Makala, on quitte toujours sous libération provisoire. Ça se passe toujours comme ça. Il y a des gens qui ne peuvent jamais leur peine. Et c'est toujours une libération provisoire. Après, la personne ne retourne jamais. Même dès qu'ils tombent malades, pour les faire soigner. Oui, mais c'est ça le vrai souci, au fait. Mais lorsque le ministre a libéré ces gens, c'était sous quel protocole? Quelle a été la suite? Quel est cet agent
du gouvernement ou encore du ministère de la Justice qui a suivi de près ces personnes. Voilà. Il y a pas eu Ils ont renvoyé ces gens à l'extérieur pour s'aimer la terreur. J'ai appris qu'aujourd'hui, les Kuluna sont jugés comme terroristes. Ils ne sont plus dans l'extorsion de biens, ils sont jugés comme terroristes, d'où l'expression condamnation à mort. Parce qu'ils sont considérés comme terroristes. Lorsqu'on dit qu'une personne est terroriste, ça veut dire qu'on doit prendre son sujet au sérieux. On doit traiter cette personne avec le plus grand sérieux du monde. On ne peut pas lancer une opération comme ça, pêle-mêle. Non, je me dis que le problème, c'est au niveau de la réflexion mûre. Si vous étiez ministre de l'Intérieur ou de la Justice, mettez-vous dans cette casquette-là. Que feriez-vous? Alors, ce que moi je ferais, ce serait de ficher d'abord toutes ces personnes, par degré. On va le ficher. Il y a ceux qui sont dans le délit majeur et ceux qui sont dans le délit mineur. Ça veut dire qu'on prend toutes ces personnes qui ont déjà commis X infraction ou Y infraction, on les met ensemble. Ce sont des gens que la société va connaître. Ok. Ils sont dans un fichier bien connu. En France, pour traiter cette question, il y a ce qu'on appelle le fichier S. Fichier S, ça veut dire fichier de la sûreté de l'État. Puisque ces gens-là sont jugés comme terroristes, doit y avoir un fichier. Partout où ils iront, déjà le problème c'est au niveau de l'informatisation. On n'a pas un grand niveau d'informatisation, c'est difficile de vérifier. C'est pourquoi je parle de l'organisation du système de justice et le système de l'intérieur. Ça c'est un problème. Ça veut dire que lorsque M. X va peut-être chercher un emploi, on n'a qu'à vérifier si cette personne a un casier judiciaire, comment se présente, quels sont les délits qu'il a commis. Et aujourd'hui il est difficile de voir une personne qui a véritablement purgé sa peine. Ça n'existe pas dans notre pays, c'est très rare au fait. C'est ça le vrai souci. Et c'est pourquoi je parle de la responsabilité de l'État. L'État, c'est le gérant de la cité. Et si l'État lui-même n'est pas organisé, comment va-t-il mieux gérer cette cité? Le désordre provient de là. Moi, je me dis que cette opération n'aura pas un franc succès. Pourquoi? Parce que... Mais il y a déjà les retombées, il y a les arrestations en cascade. Les arrestations arbitraires, il faut préciser. Les arrestations arbitraires. Amigo Sakasaka a vu pour éviter que... Non, mais bien sûr, en fait, quand on parle de l'arbitraire, ça veut dire qu'on peut arrêter des bonnes ou des mauvaises personnes aussi, c'est possible. Ce ne sont pas des arrestations ciblées. Moi, je parle d'une arrestation ciblée. Pour y parvenir, il faudrait mieux penser, mieux réfléchir et repenser même cette opération pour avoir des arrestations ciblées. Par exemple, on sait que telle personne avait volé M. Amigo Sakasaka, on descend sur terrain, on récupère la personne. Et c'est sur base de ça qu'on va taper, paf, bon, dans le passé, en 2013, il a fait ça, en 2017, il a fait ça, en 2018, il a fait ça. Exactement. On a ce vrai souci de traçabilité. Parce qu'on a un problème de casier judiciaire dans notre pays. Merci beaucoup, Aristote Ngalassi. Nous sommes arrivés à la fin, mais vous aurez 30 secondes chacun pour boucler complètement cette émission. Je commence avec Amigo Sakasaka. Merci beaucoup. Dorcas Kakeza, Amigo Sakasaka, je suis à vous. Vous avez dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà, la précipitation de la prise des décisions, l'origine de Kuluna et tout ce qui va avec. Les spectacles, les experts qui se retrouvent autour d'une table pour prendre ces genres de décisions. Pour ne rien faire à la fin. Bon, ça c'est les propos de Teddy Nangas qui est son auteur. C'est votre propos. Votre propos. Vous allez vous adresser aux autorités et puis aux parents, ensuite au Kuluna. Un message qui vient du fin fond de votre cœur. Vous avez 30 secondes. 10, 10, 10. On vous écoute. Aux autorités, j'aimerais bien qu'ils comprennent la notion de servir. Lorsque on devient autorité, lorsqu'on a la chance d'avoir cette portion du pouvoir, pour servir, il faut vraiment servir. Vous savez, aujourd'hui, les gens négligent un peu ces mots, servir. Vous savez, lorsque vous avez une bonne aujourd'hui, on dit, ah, toi, on a bon inabiso, toi, on a bon inabiso. Mais lorsque une bonne décide de partir, toute la famille dit, non, elle ne peut pas partir, elle ne peut pas partir. Pourquoi? Parce qu'elle sert bien. Elle fait bien son travail. Et les autorités aussi doivent faire ça. Ils doivent servir et non se servir. On a l'impression... Moi, je me dis, c'est comme si aujourd'hui nous formons des cadres
pour ne pas servir la nation, mais pour se servir et prétendre qu'ils ont été bien formés. Ils sont aujourd'hui autorités, c'est pour nous servir, nous, qui ne sommes pas à leur place. Un message maintenant aux parents. Oui. Les parents, il ne faut pas se fatiguer d'encadrer vos enfants. Et l'encadrement commence dès le bas âge. On ne peut plus continuer à encadrer un jeune de 25 ans, 26 ans. Non, là c'est foutu. Mais dès le bas âge, à 1 année, 2 ans, il faut apprendre à inculquer des valeurs à nos enfants. Tuer, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Blesser quelqu'un, c'est pas bon. Insulter, des trucs comme ça. Il faut les apprendre dès le bas âge. Et quand ils grandissent avec ça, même si on essaie de les transformer, il va toujours commencer à revenir sur le droit chemin. Oui, sur les enseignements des parents. Et ça sera difficile. Un message au Koulouna maintenant. Le Koulouna... Surtout à celui-là qui vous avait agressé. Oui, à celui qui m'a agressé, en tout cas, moi, je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien du tout contre vous. Mais c'est vous qui avez un problème avec moi parce que vous êtes venu m'agresser chez moi. Je dormais paisiblement vers 3 heures du matin. Vous entrez par effraction chez moi avec des armes blanches pour m'agresser, me voler, me dépouiller. Donc, la justice existe. On va s'occuper de vous. Nous, on ne sera pas d'accord avec ce genre de comportement. Si vous avez des problèmes dans votre famille ou si l'État ne s'occupe pas de vous, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas à moi de gérer ou de subir, de payer pour ces manques que vous avez dans votre vie. Donc on ne sera jamais d'accord avec les Koulouna. La justice va vous traquer jusqu'à la fin, même si cette opération comporte beaucoup de failles, mais nous allons la soutenir, nous allons aider à ce que ça puisse se bien organiser pour vous mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup, amigo Sarasaka. Monsieur Prince Mbangala, oui. Un message aux autorités, aux parents ainsi qu'aux Koulouna. 30 secondes. D'abord aux autorités, j'aimerais dire ceci. Il y a une nécessité de mettre en place une approche globale pour enfin trouver la solution à ce problème qui est devenu très récurrent, que je cite le phénomène Koulouna. Dans cette approche, qu'est-ce qu'il faudrait? Les autorités doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un désespoir socio-économique croissant qui fait à ce que nous puissions avoir ce genre de situation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour les autorités? Faire l'encadrement de la jeunesse à travers la construction des infrastructures de base, par exemple, à travers la création des centres de formation, l'encadrement à travers l'octroi des crédits, la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat et prévenir aussi. Commencer à investir chez les jeunes à partir du bas âge, à l'école primaire. Puisque ce sont maintenant le temps nous a apporté maintenant un message qui sont aujourd'hui aux parents et étaient des enfants et qui grandissent. Commençons déjà à faire une éducation un message aux parents totale sur les enfants. Oui. Et message aux parents et aux Koulouna, je serai bref, que les parents ne se lassent pas. Okay. Que les parents ne se lassent pas. La première responsabilité revient à l'État, mais aussi aux parents. Les Koulouna, en tout cas, chers frères et sœurs, puisqu'il y a aussi des filles dans cette histoire. Oui, faites un bon discours, parce qu'ils nous suivent. Il y a aussi des Koulouna. Ils peuvent vous traquer comme ça. Oui, des Koulouna. Nous avons vu ici, lorsqu'on a arrêté les gens qui ont enlevé, ils opéraient avec des filles, non? Tous ces gens-là sont des Koulouna. Donc, chers frères et sœurs, vous qui se sont lancés dans des pratiques hors la loi, arrêtez. Okay. C'est ça le message. Le message, je ne veux pas dorloter, arrêtez. Sinon, l'État va vous arrêter, va vous condamner, et c'est votre vie qui sera perdue. Nous, on est là. Merci. Arrêtez aussi d'inquiéter les paisibles citoyens. Merci beaucoup. On n'a rien fait, comme on dit. Nous, on n'a rien fait. On n'est pas responsable de votre... Merci, Prince. Merci, Prince. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on va... Merci beaucoup, Prince. On va boucler avec Aristote Ngalassi.
un message aux autorités, aux parents ainsi qu'au Koulouna. Vous avez... Alors, merci beaucoup, Giresse. Alors, on va le faire rapidement, en tout cas. Les parents gèrent une part. Okay. L'Église gère sa part. L'école aussi fait de même. Okay. Alors, pour ne pas canarder mon frère, on va se la jouer très cool et fair play. J'accepte le fait de la responsabilité de l'Église. J'accepte. Très bien. Mais, non, en partie. Mais Honnêteté. là où tout est mal fait, l'État est le gérant global de la cité. C'est à l'État de rectifier le tir. Si l'école a mal fait, c'est au ministère de l'enseignement de rectifier. Oui. Si c'est, en tout cas, c'est à l'État de reprendre ses responsabilités. Comme l'a dit M. Sakasaka, il a dit tout à l'heure, à l'époque du Zaïre, lorsque le chose s'est passé mal, lorsqu'il y avait cette recrudescence ou encore cette croissance de banditisme urbain, l'État a envoyé une force spéciale d'armée pour rétablir de l'ordre. Ça veut dire qu'à l'époque, l'État avait, à l'esprit, avait en tête sa part des responsabilités. Alors, on ne doit pas beaucoup indexer les parents, l'école et autres, mais c'est la responsabilité de l'État d'organiser les choses. Un message aux parents et aux Koulouna. Traquer ces Koulouna rapidement, les traquer de manière ciblée, organiser des audiences foraines en guise d'intimidation nous permettrait de refaire les choses, ensuite mettre en place de mécanismes de sensibilisation, pas de mécanismes de sensibilisation du genre Tika Koulouna. C'est pas intelligent ça, c'est pas bien réfléchi en tout cas. Je dis que l'État doit prendre en place de manière causale, s'il faut causer avec les gens, parler de manière et puis ouverte. associer les experts aussi, que vous êtes. Aussi, en tout cas, associer également, exactement. Pourquoi? Pas parce qu'on connaît le comportement humain, mais l'État peut aussi agir en bras armés. C'est important. Merci beaucoup. Aristote Ngalassi, oui, madame, monsieur, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. J'ai dit un grand merci à monsieur Amigo Sakasaka. Merci pour votre présence. L'expert maison d'Éduc Presse. Merci beaucoup. Monsieur Prince Mbangala, première participation, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je pense que les gens vont réagir. Monsieur Aristote Ngalassi, vous êtes de la maison, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à la grande équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter la plus grande production du pays, Dorcas Kankenza. Merci beaucoup pour votre dynamisme, mesdames, messieurs. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse les autorités de la RDC. Au revoir.